De nombreuses figures légendaires émergent du Far West de Wall Street. Certains sont connus pour leurs qualités spectaculaires, d'autres pour leurs défauts spectaculaires, certains pour des prix abusifs, d'autres pour avoir longtemps battu le marché. Mais Carl Icahn, il est connu pour autre chose. Tu n'as pas le cran de faire ce que je vais te dire de faire. Débarrasse-toi de tous demain. Hackman m'appelle, et je te jure, il pleurniche comme un gamin dans la cour de récré. J'étais dans une école difficile dans le Queens, tu sais. Ils avaient l'habitude de tabasser les petits garçons juifs. Et lui, il était comme l'un d'eux, pleurant parce que le monde profitait de lui. Un gamin débrouillard de Brooklyn, Carl Icahn a grandi avec un seul objectif. Gagner autant d'argent que possible, quoi qu'il en coûte. Faire de l'argent fait partie de mes valeurs. Et je ne peux pas changer mes valeurs. Je veux dire, certaines personnes aiment l'art. Vous savez, aiment peindre. Un grand peintre aime peindre. Qu'est-ce que vous faites? Vous le critiquez parce qu'il aime peindre? Il fait des petits boulots ici et là, mais en 1978, il trouve sa vocation. Des prises de contrôle hostiles d'entreprise, c'est-à-dire les acquérir par la force. Pour la plupart des gens, les prises de contrôle hostiles n'en valent pas la peine. Ce sont des opérations à haut risque, très publiques et sanglantes. Icahn s'en moque, il croit pouvoir gagner de l'argent de cette manière. Au début, il ne craint pas de se salir les mains et il ne tarde pas à y prendre goût. J'aime voir la lumière s'éteindre. Icahn rend les prises de contrôle d'entreprise faciles, en faisant un art. Dans son secteur, les professionnels reprennent des entreprises. Il n'y a personne de plus persévérant et déterminé dans ce qu'il fait que lui. Icahn a pris le contrôle de plusieurs entreprises avec une efficacité impitoyable. Pour trouver un ami à Wall Street, Carl Icahn suggère d'acheter un chien plutôt que de compter sur les gens. Alors qu'il amasse des fortunes, les médias le surnomment un raider d'entreprise, stupéfait par sa conquête systématique d'une entreprise après l'autre. Le magazine interne de Trans World Airlines a publié un article intitulé « Qui a peur de Carl Icahn ?» À huis clos, les entreprises chuchotent à propos de Carl. Chaque service de direction a entendu parler de sa soif de sang et ils frissonnent à l'idée d'être rachetés par Icahn. Ils attendent et observent, mais tout comme un requin, au moment où vous le remarquez, il est déjà trop tard. Carl Icahn est né dans un quartier pauvre du Queens à New York, enfant unique de 2 enseignants. Son éducation ne peut être décrite que comme dure. Il grandit dur comme fer dans les rues difficiles de New York. En tant que jeune juif, il est souvent pris pour cible et impliqué dans des bagarres. Carl apprend vite à donner des coups, esquiver et ce qu'il faut pour survivre. Son père est distant et détaché, un chantre de profession. Son incapacité à réaliser son rêve de devenir chanteur professionnel l'a rendu amer. Mon père n'a jamais rien accompli. C'était un type étrange. Je ne l'ai jamais respecté. La mère d'Icahn, Bella, a 2 facettes. Elle aime son fils et prend soin de lui, mais elle peut aussi être exigeante et autoritaire. Elle voulait qu'il fasse des études de médecine, mais tous deux étaient des personnes très passionnées. Il a eu une enfance difficile. Le seul membre de la famille que Carl admire est son oncle Elliot, un entrepreneur. Vous voyez, Elliot vit à Scarsdale, une autre ville de New York. Mais quand Icahn rend visite, c'est comme s'il entrait dans un tout nouveau monde. Ses yeux brillent en entrant. De grandes maisons, des voitures rapides et des domestiques aux petits soins pour les gens. Alors que la vie opulente est quelque chose que le père de Carl déteste avec passion, Carl lui-même comprend instantanément que c'est ainsi qu'il faut vivre. Dès le début, Elliot est comme un grand frère pour Carl et encourage son rêve fou de devenir riche. Mais comment y parvenir réellement? Comment le garçon qui n'a rien peut-il devenir l'un des hommes les plus riches du monde? Et donc, je voulais vraiment sortir de là. J'étais très intelligent à l'école et j'avais de bonnes notes. J'ai passé les examens d'entrée à l'université et je pense que j'ai eu les meilleurs résultats du Queens. Son ambition éveillée, Carl commence à défier les probabilités dès son plus jeune âge. Rat de bibliothèque par nature, il réussit extrêmement bien à l'école. Pendant sa scolarité primaire, une opportunité unique se présente à lui. Une bourse pour l'Académie Woodmere, une prestigieuse école privée. Une offre rare, et pour Carl, c'est sa première chance de vraiment aller quelque part. Tout ce dont il a besoin, c'est que ses parents donnent leur accord. Mais lorsqu'il remet l'offre à ses parents, ils la lui interdisent, inquiets des valeurs auxquelles il serait exposé. Un coup dur, mais Carl ne baisse pas les bras. Plus tard, il postule dans des universités de l'Ivy League.
Personne dans l'histoire de son lycée n'a jamais été accepté dans une université de l'Ivy League. Ça n'arrive tout simplement pas. Mais c'est le cas pour Ikan. Il est accepté dans toutes et il décide d'aller à Princeton. Numéro 1 parmi les écoles classées dans la catégorie des universités nationales. Je voulais Princeton, mais quand il a fallu penser à payer les frais de scolarité, ce n'était que 750 $ à l'époque. La chambre et la pension coûtaient 750 $. Mon père a dit « Fils, on ne va pas revenir sur la guerre. On va payer tes frais de scolarité. » Je l'ai remercié. C'est génial. Je suis ravi. Il m'a surpris en demandant « Et la chambre et la pension, papa ?» Il a dit « Tu es intelligent. Occupe-toi toi-même de la chambre et de la pension. » Malgré les frais de scolarité couverts, Carl doit subvenir à ses besoins. Il fait donc preuve de créativité. Il est garçon de cabane sur la plage de Lido, observant les riches profiter du soleil et des martinis. La vie dont il rêve. Un jour au travail, il voit des gens jouer au poker et est invité à participer. Malgré sa défaite, il achète 4 livres sur le jeu et plus il apprend, plus il gagne. Finalement, en un week-end de poker, il double son salaire. C'est ainsi que j'ai payé mon logement et mes repas durant mon séjour à Princeton. Il est diplômé de Princeton avec un diplôme en philosophie. Il a même rédigé une thèse primée sur le critère empiriste de la signification, quoi que cela veuille dire. Mais Ikan n'est pas plus proche de son objectif et confronté à la décision de s'engager dans une profession pour le reste de sa vie, il se sent maintenant perdu. L'homme qui deviendra un requin impitoyable se retrouve sans aucune direction. À la dérive sur l'océan, Ikan ira où le courant le mènera. J'ai été accepté en médecine, mais je n'avais pas du tout envie d'y aller. Je ne voulais pas être médecin, mais ma mère était tellement catégorique. Elle disait « C'est un monde antisémite, alors sois médecin ». Au fond de lui, il sait qu'il n'en a pas envie, il ne l'a jamais voulu, mais sa mère insiste et le pousse. Finalement, il cède et s'inscrit à la faculté de médecine de l'université de New York. Même s'il est doué en médecine, il déteste ça. Déchiré entre le désir de satisfaire sa mère et celui de faire ce qu'il veut vraiment, Ikan passe 2 longues années à étudier avant d'atteindre un point de rupture. Qu'a dit ta mère quand tu as abandonné la faculté de médecine? Était-elle déçue? C'est un euphémisme. Tu n'as plus besoin de rentrer à la maison, t'as fait la plus grosse erreur de ta vie. Ikan est tout aussi perdu qu'au début. Alors il va dans un endroit où sa mère ne le trouvera pas, l'armée. Il n'y apprend pas grand-chose dans les livres, mais il apprend la discipline. Il aiguise son instinct de tueur et il joue au poker, beaucoup de poker. Et il parvient à gagner 20 000 $ en arnaquant ses camarades. Cela équivaut à 200 000 $ aujourd'hui. Et pourtant, encore plus important, pendant son temps à l'armée, il finit par comprendre ce qu'il veut faire. Il veut gagner de l'argent, comme l'oncle Elliot, dans les affaires. Et tout à coup, le garçon qui se laissait porter par le courant a enfin un phare vers lequel nager. La mission est claire, gagner beaucoup d'argent. Avec ses cheveux coiffés et son costume repassé, Ikan fait des affaires à Wall Street. Son oncle Elliot l'aide à décrocher son premier poste de courtier chez Dreyfus Corporation, une société de gestion d'investissement. Au début, Henry cartonne. La vie était belle et c'était la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Mais comme le dit le proverbe, les bonnes choses ne durent pas éternellement. En 1962, le marché s'effondre et Ikan perd presque tout ce qu'il avait gagné en tant que courtier. J'ai tiré une grande leçon. On paie toujours pour l'arrogance. Il opte alors pour les options. Il faut comprendre qu'à l'époque, le monde des options était un endroit dangereux, rempli d'escrocs, du genre à vendre leur propre mère pour un peu d'argent. Ces bandits utilisaient toutes sortes de ruses contre les naïfs, vendant des options bien plus chères qu'elles ne valaient ou maquillant de mauvaises options pour les faire passer pour la prochaine grande opportunité d'investissement. Comme les options étaient un outil d'investissement complexe à l'époque, ils s'en sortaient aisément. Carl voit une opportunité et lance le bulletin des options de Missman, une lettre d'information conseillant les gens sur les options. Voilà ce que vous auriez dû obtenir pour votre option, et voilà ce que vous avez eu. Vous vous êtes fait avoir. Au cours des années suivantes, les gens affluent vers sa lettre d'information. Une lumière dans l'obscurité du monde souterrain des options. Cela lui permet de se constituer un vaste réseau et de se faire un nom en tant que professionnel réputé et respectable, 2 atouts qui lui seront utiles plus tard. Pourtant, pour être considéré comme un véritable acteur à l'époque, il faut avoir une place à la bourse. Lorsque le prix demandé pour une place est trop élevé, Carl rend visite à nul autre que son oncle.
Elliot Schnall, alias Oncle Elliot, a soutenu Carl Icahn dans ses débuts. En 1968, il a prêté à Icahn 400 000 $ afin qu'il puisse acheter une place à la bourse de New York. Avec l'argent nécessaire, Carl peut enfin acheter une place à la bourse de New York. Avec cela, il fonde Icahn Co., sa propre entreprise. Icahn dit qu'il aide les véritables propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Comme au poker, il s'est hissé parmi les gros joueurs. Il s'est acheté une place à la table et a apporté ses jetons. Non seulement il a l'intention de jouer, mais il compte bien gagner. En fait, il accumule rapidement une fortune estimée à 100 millions de dollars en misant sur la réussite des fusions et acquisitions. Laissez-moi le répéter, 100 millions de dollars. Ça ne coule-t-il pas tout seul sur la langue? Avez-vous la moindre idée de ce que vous feriez avec 100 millions de dollars? Vous pourriez arrêter de travailler immédiatement et prendre votre retraite aux Bahamas. Et Icahn l'a fait, le garçon parti de rien a maintenant tout. L'argent, le prestige, le pouvoir, la vie qu'il a désirée, la vie dont il a rêvé. Et pourtant, pour Icahn, 100 millions de dollars ne sont pas un fonds de retraite en or. C'est un trésor de guerre et Icahn est sur le point de mettre le monde à feu et à sang. Bien qu'il soit clairement doué pour cela, Carl en a assez de parier sur le sort des acquisitions depuis les coulisses. Il veut jouer. Et un jour, dans les années 70, il a une idée. Carl a vu les acquisitions faire grimper les cours des actions et enrichir des actionnaires comme lui à maintes reprises. Sa grande idée est la suivante. Au lieu de parier sur les chances qu'une entreprise en rachète une autre, il veut adopter une approche plus directe. Il veut entrer tôt, acheter à bas prix des actions d'entreprises sous-performantes, puis orchestrer une prise de contrôle. Le meilleur dans tout ça, Carl a déjà une cible en tête. Nous pensions que l'entreprise était très sous-évaluée et correspondait parfaitement à mon programme d'activisme. Elle pouvait être candidate à une prise de contrôle, mais cela était bloqué par le président-directeur général et le conseil d'administration. Le président-directeur général avait une personnalité très forte, mais je ne pense pas qu'il connaissait grand-chose à l'entreprise. Le 5 janvier 1978, Icahn fait son premier pas. Il décroche le téléphone et appelle le président-directeur général de Tappan, Donald Blasius. Les deux échangent des politesses. Icahn dit qu'il appelle simplement pour se présenter et qu'il a acheté quelques actions de Tappan pour le compte de ses clients et pour lui-même. En fait, Icahn dit à Donald qu'il pourrait même faire un investissement important dans Tappan à l'avenir. Et il a pensé qu'il valait mieux le prévenir dès maintenant. Bien sûr, Icahn ne voudrait pas surprendre Donald avec un achat soudain d'actions. Finalement, Icahn pose quelques questions innocentes sur l'entreprise avant de raccrocher. Donald ne pense rien de cet appel, juste un autre grand courtier en bourse achetant pour le compte de clients. On ne peut qu'imaginer Icahn affichant un sourire diabolique. Cela avait été plus facile qu'il ne le pensait. Comme tout bon tacticien, il se présente à Donald comme quelqu'un de poli, amical et peut-être même un peu lent. En réalité, cependant, Icahn ne lui tape dans le dos que pour trouver le bon endroit où planter le couteau. Presque 2 mois s'écoulent avant que Carl n'appelle Donald une seconde fois. Depuis, il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a acheté beaucoup plus d'actions et affirme qu'il parie sur le rachat ou l'acquisition de Tappan. Mais lorsqu'interrogé sur l'intention d'Icahn de procéder personnellement à une prise de contrôle, ce dernier a assuré à Donald qu'il n'était pas dans ce secteur. Après l'appel, il investit davantage, portant sa participation à 3 millions de dollars. Carl continue de tester Donald maintenant qu'il a gagné sa confiance. Le 9 mai, Carl organise une réunion avec la direction de Tappan et tente d'arranger une fusion entre Tappan et une autre grande entreprise d'électroménager, mais Blasius refuse et l'accord échoue. Alors Icahn passe à l'offensive, il achète encore plus d'actions. À ce stade, il possède 5% de Tappan. Encore une fois, Carl apaise les soupçons de Blasius en lui assurant à nouveau que ce n'est pas le début d'une prise de contrôle. Pendant ce temps, Carl cherche avec enthousiasme des entreprises qui accepteraient de racheter la société. Tant que Tappan se fait racheter, Carl est certain de réaliser un joli bénéfice. Le problème est que Donald et la direction de Tappan refuseront cette proposition. Le 20 février 1979, presque un an après avoir acheté ses premières actions chez Tappan, Icahn dévoile son coup décisif. Il appelle Donald Blasius et il demande l'impensable.
ICANN demande à être ajouté au conseil d'administration. Un coup froid et calculé. En tant qu'administrateur, ICANN aurait une influence sur la gestion de l'entreprise. Donald considère ICANN comme un barbare aux portes et refuse fermement. ICANN hausse simplement les épaules. Soit vous lui donnez ce qu'il veut, soit il le prend, et le temps des négociations est terminé. Pour la première fois dans cette saga qui dure depuis plus d'1 an, Tappan riposte. Probablement menacé par les attaques plus audacieuses d'ICANN, Donald Blasius, président directeur général et président du conseil d'administration, rassemble ses directeurs et lance une offensive. Ils vont émettre des actions privilégiées. Les actions ordinaires donnent généralement droit à une voix chacune, mais les actions privilégiées sont comme des actions sous stéroïdes, où une action privilégiée peut vous donner 2, 5, 10 voix chacune. Si Tappan réussit à créer ces actions, alors ils auront plus de contrôle sur le vote et ce sera fini pour ICANN. Mais pour créer ces actions sous stéroïdes, il faut d'abord qu'un vote soit organisé. Un vote parmi tous les actionnaires. Le vote aura lieu dans 1 mois, laissant peu de temps à ICANN, qui est en position de faiblesse. Et la scène est prête pour une dernière confrontation. La pression est forte, des millions de dollars et bien plus sont en jeu. Tout est en jeu pour ICANN, sa réputation, ses clients et surtout la satisfaction inestimable de gagner. Et donc avec tout en jeu, ICANN fait tomber le masque une bonne fois pour toutes. Il utilise l'atout caché dans sa manche, il déclare la guerre, une guerre par procuration. Dans ce qui deviendra bientôt une manœuvre emblématique d'ICANN, il écrit une lettre ouverte à tous les actionnaires de Tappan leur demandant de voter pour l'élire en tant qu'administrateur. Et il le fait en passant la direction de Tappan sur le grill. Il agite également sous leur nez les profits alléchants que les actionnaires pourraient recevoir si Tappan était racheté. Selon ICANN, si Tappan est racheté, les actionnaires y verraient leur investissement plus que doublé. Comment pourraient-ils dire non ? Et lorsque le jour du vote arrive, ICANN a réussi à exciter les actionnaires et à les retourner contre la direction. L'idée des actions stéroïdes ne voit jamais le jour. Et sous la pression, la direction cède et nomme à contre-cœur ICANN comme administrateur. Il y a encore des escarmouches maintenant qu'ICANN côtoie ses rivaux, mais le sort de Tappan était scellé dès l'instant où ils ont laissé entrer le renard dans le poulailler. Peu après, ICANN, devenu inarrêtable, vend Tappan à Electrolux, une multinationale suédoise. ICANN s'en sort comme un bandit, empochant un bénéfice de 2,7 millions, doublant ainsi son investissement initial en 2 ans. Encore mieux, il a fait exactement ce qu'il avait dit, et ses clients, ainsi que les actionnaires de Tappan, désormais soudainement plus riches, le vénèrent comme un dieu. Et si tout cela ne suffisait pas, la même année, il épouse Liba Trebal, une ballerine de 20 ans qui tombe enceinte 8 mois plus tard. Au milieu de toutes les célébrations, des poignées de main et des verres qui s'entrechoquent, ICANN s'éclipse discrètement dans un endroit calme. Sa confiance dans son idée de rachat a été renforcée par son succès récent. Et il a déjà sa prochaine cible en ligne de mire. Vous vous demandez ce qui est arrivé à Donald ? Il ne reste pas longtemps chez le nouveau Tappan. Enfin, comme le dit le proverbe, si tu ne peux pas le battre, joins-toi à lui. Le président de Tappan, Dick Tappan, remercie ICANN en bon joueur. Lui aussi a tiré profit de la prise de contrôle et a vu comment, si c'est bien fait, cela pouvait rapporter gros. Il investit donc dans les futures acquisitions d'ICANN, mais savez-vous quel est son seul regret ? Qui n'est pas investi davantage. Après Tappan, Carl Icahn part en guerre. Carl Icahn fait encore parler de lui. Icahn est l'homme qui a bouleversé le monde des affaires américain avec ses offres publiques d'achat réelles ou menaçantes sur des dizaines d'entreprises. Il a acheté sa première petite entreprise, Bayswater Realty. Ensuite, il y a eu une série de procès et de raids contre de grands noms comme Marshall Field, Hammer Mill Paper, Dan River, American Can, Phillips Petroleum, Uniroyal et Transworld Airlines. Carl Eichmann a fait 17 ou 18 essais avant de s'en prendre à nous. Il a récemment conclu un accord spectaculaire pour reprendre Transworld Airlines, approchant du $1 milliard qu'il est encore en train de réunir. Icahn a obtenu des concessions syndicales que la direction de Transworld Airlines n'avait pas pu obtenir. Carl Icahn, injuste avec les hôtesses de l'air. On le considérait comme impitoyable parce qu'il a licencié des employés, réduit les salaires et supprimé des lignes. La direction de Transworld Airlines aurait dû agir ainsi depuis longtemps.
Et alors que l'entreprise entrait en faillite, il a détourné de l'argent pour lui-même. Je le possède, c'est mon argent. Je me préoccupe du résultat final, car si je perds, je dois en répondre à ma banque. Texaco et reste. American Car and Foundry Industries, président du conseil d'administration de Trans World Airlines. Il est le plus grand actionnaire de Texaco, détenant 17,3% des actions en circulation de Texaco, et également le plus grand actionnaire de États-Unis Steel. Motorola. Motorola est un exemple parfait de la façon dont Carl Icahn opère. D'abord, il choisit une entreprise qu'il pense mal gérée et dont l'action est sous-évaluée. Il y a 2 ans, il a commencé à acheter des millions d'actions de Motorola. Il détient aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars en actions. Comme il le fait habituellement, il a commencé à faire des exigences pour faire remonter le cours de l'action qui chute. La première, virer la présidente-directeur générale. Pourquoi tout le monde dit que tu es l'homme que tous adorent détester? Adorer détester? Eh bien, tu blesses mes sentiments. Carl peaufine son manuel de prise de contrôle pour en faire une arme redoutable. Son action s'apparente à de l'investissement activiste. Carl est l'un des premiers investisseurs activistes, et on peut dire qu'il est le meilleur. La valeur des actions pour lesquelles nous sommes devenus activistes a augmenté de 55 milliards de dollars. Carl s'attaque aux entreprises qu'il juge profondément sous-évaluées. Le vrai secret est d'acheter des choses quand tout le monde les déteste. Même si cela peut paraître simple, c'est en réalité très difficile à faire. Et puis, quand tout le monde les veut, vous les leur vendez. Quand il pense que la faiblesse du prix de l'entreprise est due à quelque chose de réparable, comme une mauvaise gestion ou de mauvaises décisions. Certains dirigeants d'entreprises ne sont pas de mauvaises personnes, mais ne devraient pas occuper ces postes. Dans de nombreuses entreprises, sans que ce soit la faute de quiconque, le président-directeur général ne s'en soucie pas, car il gagne beaucoup d'argent. Pour gagner de l'argent, Carl doit faire pression sur la direction pour obtenir des changements, voire les y contraindre si nécessaire. Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre la véritable valeur d'une entreprise et son prix de vente? Demandez-vous pourquoi quelqu'un serait prêt à payer 60 $ pour une société Phillips Petroleum sans direction, mais seulement 35 $ avec la direction. Une entreprise avec une direction vaut la moitié de sa valeur sans direction. Cela en dit long sur l'importance de la direction. Et il dispose d'un arsenal d'outils pour mettre la pression sur la direction, comme la lutte par procuration ou le fait de prendre personnellement le contrôle majoritaire de l'entreprise. Carl se forge une réputation de prédateur financier et les entreprises lui versent de l'argent comme un parrain de la mafia pour rester en sécurité. Il paie Icahn pour qu'il s'en aille, en rachetant ses actions à un prix supérieur au marché. Alors je sors avec eux et je dis, mais écoute, il a dit qu'il ne t'aime pas du tout. Si tu achètes plus d'actions, on te diluera complètement. En revanche, si tu ne gardes pas les actions trop longtemps, on te donnera un bénéfice de 10 millions de dollars pour que tu t'en ailles. Il me demande si je veux réfléchir, mais je réponds immédiatement que j'accepte les 10 millions. Au fil du temps, Carl affronte des adversaires de plus en plus grands avec aisance. Mais il s'apprête à se mesurer à un autre géant notoire des affaires, Bill Ackman. Wall Street est un bassin rempli de requins affamés qui essaient de réussir dans les affaires. Parmi les apprentis singes d'Excel dans les banques d'investissement, il y en a quelques-uns qui ont vraiment réussi. L'un d'eux est Bill Ackman. Que se passe-t-il lorsque 2 titans s'affrontent? Le monde commence à trembler. Dans ce cas, du moins le monde de la finance. Mais commençons par le début. En 2003, une querelle éclate entre Ackman et Carl Icahn. Les deux participent à une transaction impliquant la société immobilière Hollywood Realty. Ackman est intimidé et veut sortir de l'affaire aussi vite que possible. Pour faire court, Ackman vend sa part à Carl pour 80 $ l'action. Ils conviennent que si Icahn vend les actions avec un bénéfice d'au moins 10% dans les 3 ans, ils se partageront les gains. Hollywood Realty est racheté par une autre société immobilière pour 136 $ américains par action, soit une augmentation de 70% en une seule année. C'est à ce moment-là qu'Icahn décide d'appliquer certaines personnes tactiques du loup de Wall Street. Carl dit « va te faire voir » et refuse de payer la facture à Bill, qui bien sûr le déteste pour ça. Immédiatement, Ackman traîne Carl en justice et après une bataille juridique de 8 ans, Icahn est contraint par le tribunal de payer 4 500 000 $ américains, plus 9% d'intérêt par an. Pour lui, c'est une somme dérisoire.
Mais il déteste absolument se faire humilier et jure de se venger. Quand Bill semble être sur le coup de sa vie, Icahn décide de mettre des bâtons dans les roues. En 2012, Ackman prend une position courte d'1 milliard de dollars, pariant contre la société de compléments alimentaires Herbalife. Oui, cette Herbalife-là. Le prix a déjà chuté de façon significative et Bill affirme qu'il fait l'œuvre de Dieu. Il ne pourrait pas avoir plus tort. Parier contre une entreprise est toujours risqué, surtout à une qui gagne de l'argent grâce aux idiots. Icahn cherche à se venger et investit dans cette entreprise apparemment moribonde, faisant grimper le cours de l'action à de nouveaux sommets. C'est comme un tir à la corde. Icahn est positionné pour gagner si le cours de l'action monte. Bill, si le cours de l'action baisse, une chose est sûre, quelqu'un va se brûler les doigts. Cet aller-retour conduit le duo à apparaître dans l'interview télévisée la plus légendaire de tous les temps. Je te le dis, il est comme le pleurnicheur de la cour de récré. J'ai fréquenté une école difficile dans le Queens où il tabassait les petits garçons juifs. Et il était comme un de ces petits garçons juifs qui pleuraient en disant que le monde profitait de lui. J'étais préoccupé à l'idée de traiter avec Carl Icahn, qui n'a malheureusement pas une bonne réputation. Ce n'est pas un homme honnête qui tient parole, c'est quelqu'un qui profite des petites gens. Ackman est un menteur. Leur affrontement continue jusqu'à ce qu'Ackman doive finalement sortir de la transaction avec des pertes énormes, tandis que Carl rit jusqu'à la banque. Et pendant que vous y êtes, pourquoi diable n'avez-vous pas encore souscrit et activé les notifications? Honte à vous! Carl Icahn est l'un des investisseurs les plus redoutés de Wall Street. Il a popularisé l'investissement activiste. Il possède également l'un des bilans de prise de contrôle les plus impressionnants de l'histoire. Et même si les gens le qualifient de prédateur d'entreprise ou de Robin des Bois à sa façon, Carl dira que plus de personnes devraient faire ce qu'il fait, défier la direction, exprimer leurs plaintes, car c'est ainsi que les choses s'améliorent. Peu importe de quel côté vous vous situez, une chose est sûre, les actionnaires l'adorent.